Le but de cette table ronde, c'est d'échanger sur le bilan carbone dont tout le monde a entendu déjà parler, mais quand on rentre un peu dans les détails, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de flou sur certains éléments du bilan carbone. Qu'est-ce que c'est que les scopes? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de creuser un peu le sujet pour bien identifier et définir ce que c'est qu'un bilan carbone. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bilan carbone? Voir au niveau réglementaire, qu'est-ce qui est déjà en place et comment est-ce que la réglementation va évoluer à court et moyen terme, voir aussi potentiellement l'intérêt d'une entreprise à se lancer et à faire son bilan carbone et à améliorer son empreinte carbone, pas que pour les obligations réglementaires, mais aussi pour un ROI commercial, RH, et pour attirer les investisseurs aussi. Et pour finir, ce que je vous propose, c'est d'aborder le terme un peu controversé de la neutralité carbone, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on peut y arriver, sachant que beaucoup d'entreprises communiquent sur des objectifs de neutralité carbone. Et on va pouvoir en parler en fin de table ronde. Alors peut-être pour commencer, ça peut être bien de faire un premier point sur qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone et idéalement essayer de présenter ce que sont les 3 scopes, les 1, 2 et 3 d'un bilan carbone, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas exactement ce qu'il y avait derrière et que le scope 3 est encore un peu flou pour la grande majorité des entreprises. Et le particulier, c'est encore plus flou. Alexis, est-ce que tu veux, toi qui es en plein dedans, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, hop, je change le fond d'écran. Donc, alors, le bilan carbone, je pense, il faut voir que c'est une démarche, c'est aussi une trajectoire, et il ne faut pas le confondre avec le bilan GES, donc c'est-à-dire le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, un bilan carbone, en fait, ça repose sur 3 piliers. Ça repose sur le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, donc la photographie de ces émissions. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on va subdiviser les émissions en différentes catégories que tu évoquais, le scope 1, 2 et 3, et je pourrais peut-être y revenir. Mais donc, c'est que le premier pilier, la photographie de ces émissions. En fait, il y a 2 autres piliers qui sont la sensibilisation de l'entreprise, des collaborateurs, des équipes aux enjeux du réchauffement climatique, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'est le bilan carbone, mais en fait, plus généralement, on est au courant qu'il y a une crise climatique, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, en quoi ça se traduit dans notre activité, ce que ça veut dire dans le futur, etc. Donc, la sensibilisation des collaborateurs, 2e pilier très important. Et le 3e, évidemment, c'est quelle stratégie je mets en œuvre face à ce diagnostic, stratégie de réduction, donc d'identification des leviers d'action, des choses que peut faire une entreprise pour réduire ses émissions et cette trajectoire qui peut aller jusqu'à le net zéro, c'est-à-dire donc qui peut inclure aussi de la compensation, du financement de projet pour la partie que je ne peux pas réduire moi-même. Et juste pour conclure, en fait, fondamentalement, le bilan carbone, c'est une mesure de son exposition au risque climatique et des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour réduire ce risque collectif, mais aussi individuel. Qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je peux préparer pour y faire face? Top. Et est-ce que tu peux nous éclairer un tout petit peu sur les 3 scopes? Alors, oui, en fait, il est assez important que tout le monde puisse mesurer ses émissions selon une même nomenclature, parce que même si toutes les entreprises sont très différentes entre elles, on a quand même envie d'avoir une base de comparaison commune et de comptabilité commune. Et donc, typiquement, on divise le bilan GES, le bilan des émissions, en 3 scopes. Donc le scope 1, 2 et 3, qui correspond en fait pour le scope 1 aux émissions directes, c'est-à-dire qu'est-ce que mon entreprise émet directement, qu'est-ce qui sort en gros des machines ou des bâtiments dont je suis propriétaire. Donc typiquement, si vous êtes propriétaire de voitures dans votre entreprise, ce qui sort du pot d'échappement, c'est vos émissions directes, ça fait partie de votre scope 1. Si vous êtes une usine et que vous avez des machines et des cheminées, c'est votre scope 1. Si vous avez des climatiseurs et que vous mettez des gaz frigorigènes dedans et que ça fuit, c'est votre scope 1. Donc, c'est vraiment la notion de propriété de l'émission.
Mais après, quand vous êtes une entreprise, vous pouvez émettre parce que vous consommez de l'électricité ou des réseaux de chaleur. Et ça, c'est votre scope 2. Donc, c'est-à-dire que si je consomme énormément d'électricité, les émissions, concrètement, elles sont du côté de la centrale à charbon ou la centrale à gaz qui vous alimente en électricité. Donc, elles ne sont pas chez vous, ces émissions, mais vous en êtes quand même directement responsable parce que c'est votre consommation d'énergie, scope 2. Et le scope 3, c'est tout le reste, en fait. Mais c'est toutes les autres émissions dont vous êtes indirectement responsable. Donc, ça inclut typiquement tous vos achats de biens et services. Quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez des matières premières pour votre processus de production, quand vous achetez et que vous revendez des choses parce que vous êtes un site de e-commerce, eh bien, tous ces achats, ils correspondent il y a des émissions qui sont derrière. Elles ne sont pas chez vous, mais vous en êtes indirectement responsable. Donc, il y a la partie achat, mais il y a aussi, par exemple, la partie déplacement domicile-travail. Quand vous allez au travail en voiture ou en vélo, ben, vous émettez plus ou moins. Et ça fait quand même partie des émissions de l'entreprise. Vous avez la partie, par exemple, l'impact des produits que vous vendez. Donc, si vous êtes, par exemple, un constructeur de voitures ou de trottinettes ou de ce que vous voulez, bah, en fait, à un moment donné, vous vendez des voitures, les gens vont les conduire, ils vont mettre de l'essence dedans et ça va générer des émissions. Donc, concrètement, elles ne sont pas dans votre entreprise, mais vous en êtes quand même responsable. Parce que si vous vendiez des voitures électriques, il n'y aurait pas les mêmes émissions que si vous vendez des voitures thermiques. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'usage des produits vendus. Et si vous êtes une société d'investissement et que vous financez des entreprises qui forent des puits de pétrole ou qui fabriquent des éoliennes, ça n'a pas les mêmes émissions, mais vous en êtes aussi indirectement responsable. Donc, le scope 3 est très, très large. Je n'ai pas tout cité, mais j'ai cité quelques-uns des grands postes. Il est plus compliqué du coup à mesurer, mais c'est aussi la majorité des émissions. Ça dépend d'une société à l'autre, c'est très différent, mais en moyenne, pour une société de service, c'est 95% de vos émissions. Et pour une société industrielle, c'est peut-être plutôt 60%. Ok, très clair. Donc ce scope 3, en fait, il est très vaste et ça dépend du secteur dans lequel on se positionne. Peut-être une question pour Stéphane. Quelle est l'importance du scope 3 dans la réalisation du bilan carbone? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que certaines entreprises peuvent le considérer comme étant optionnel? Et est-ce que, au-delà des véhicules et pourquoi pas des sociétés d'investissement, Stéphane, est-ce que tu aurais quelques exemples de secteurs d'activité avec le scope 3 qui correspond à ce secteur? Peut-être dans le digital ou dans l'énergie? Ouais, alors en fait, le scope 3, il y a souvent deux grandes critiques. La première critique, c'est en fait, c'est pas moi, c'est pas mes émissions, j'en suis pas propriétaire parce que c'est mes clients. Alors typiquement, par exemple, si on prend Total, Total, il dit je vends des produits, mais c'est pas moi qui les brûle, donc c'est pas mes émissions. Premier niveau de critique. Deuxième niveau de critique, avec l'exemple des voitures, on voit bien que parfois il y a un recouvrement. Donc on dit souvent il y a un double comptage ou triple comptage. Ça veut dire que on voit bien que avec l'exemple des voitures, c'est en même temps les émissions de Total entre guillemets et en même temps les émissions du constructeur automobile. Donc on voit qu'il y a les deux, en même temps. Alors en fait, sur le premier niveau de critique qui est de dire à qui elles appartiennent, il y a double comptage. En fait, je pense qu'en fait, c'est pas tout à fait une bonne critique parce que en fait, les bilans carbone sont pas là pour faire un cumul des émissions et puis pour essayer de retrouver les responsabilités des uns et des autres. C'est plus pour interroger la société en tant que telle et comprendre comment elle se situe par rapport aux émissions dans une chaîne de valeur et quelles sont quelque part, pour reprendre le terme utilisé par Alexis, à quel point elle est exposée ou pas à un risque sur ces émissions. Vous comprenez bien que si en amont de votre activité ou en aval de votre activité, il y a un gros pool d'émissions de CO2, vous allez être forcément menacé parce qu'il va y avoir une pression pour réduire ces émissions et je donnerai par quelques exemples ensuite. Ensuite, pour répondre, Noël, à la question de façon très précise, des exemples de scope 3, on pourrait évoquer la chose sous une forme de 50 nuances de scope 3. Donc, si on prend par exemple des grosses
sociétés de production d'électricité qui, normalement, devraient aller de plus en plus vers le vert, mais qui sont encore, pour une bonne part, vers en utilisation de combustibles fossiles. Donc, en tout cas, les gros utilities, les gros producteurs d'électricité avec du fossile, ils ont un scope 1 qui est évidemment très important. Donc, il va faire peut-être 75-80%, peut-être parfois un peu plus. Donc, c'est l'exemple typique de la société qui va avoir un gros scope 3. Ensuite, vous prenez des sociétés comme, par exemple, dans l'agroalimentaire, une société comme Danone, par exemple. En fait, elle est à peu près… le scope 3, c'est au moins 50% de ses émissions. Et d'où ça vient? Ça vient plutôt de l'amont, c'est-à-dire du lait des vaches qu'elle transforme en yaourt. Et donc là, évidemment, pourquoi? Parce que les vaches, la vache, ça rote, ça ne pète pas du méthane. Et du coup, à travers la production de lait, elle est impactée. Et on comprend bien, par exemple, avec l'exemple de Danone, si demain on dit, je force un peu le trait, mais on arrête les produits laitiers ou on arrête l'élevage bovin parce que ça émet trop de CO2, on comprend bien que l'activité de Danone est menacée. Ou en tout cas, une partie de l'activité de Danone liée à la production des yaourts est menacée. Après, on descend un cran d'après, un groupe pétrolier ou un groupe impliqué dans la chaîne de production et de distribution des carburants. On voit bien que là, le scope 3, il est assez important. Une société comme Total, les activités de production et de raffinage, ça a un impact, mais ce n'est pas l'essentiel. Une société comme Total, ça doit avoir un bilan carbone de l'ordre de 400 millions de tonnes. Et sur les 400 millions de tonnes, il y a peut-être 50 ou 60 millions de tonnes qui sont juste dues à ces opérations, c'est-à-dire production de pétrole et raffinage, un peu de pétrochimie aussi inclus. Et donc, on voit bien, donc là, on passe on voit, entre une société comme une utilities, un producteur d'électricité sur une base fossile qui est à 70% ou 80% en scope 1 total. Son scope 1 et 2, c'est quasiment, c'est que 15%. Et donc, le pendant en scope 3. Et puis enfin, les sociétés de services, ou typiquement les sociétés de financement de projets, les banques, etc., là, c'est 95%, ou voire même plus, 98% des émissions qui sont chez le client, avec, alors encore une fois, beaucoup de difficultés à faire comprendre ça. C'est-à-dire que les gens, moi, j'ai travaillé un temps à l'AFD, à l'Agence française de développement, qui est une banque un peu particulière, et qui dit en fait, c'est les émissions de mes clients, c'est pas mes émissions. En même temps, il y a des revenus qui reviennent grâce à cette activité et c'est bien d'en avoir les bénéfices, mais il y a aussi des inconvénients et les inconvénients, c'est les activités qui sont financées et à travers lesquelles, en fait, on est exposé. C'est-à-dire que quand vous prêtez de l'argent à un acteur qui est lui-même très exposé aux émissions de CO2, il est exposé à un risque, je reviendrai peut-être un peu après, ce qu'on appelle un risque de transition. Et donc, si jamais il est amené à avoir des difficultés à rembourser à cause de ces émissions de CO2, derrière, la banque, elle est impactée. Et donc, il y a un risque qui est réel, un lien et un risque qui est réel. J'espère que ça a été clair. Très bonne transition du coup pour Caroline sur quel était justement le scope 3 d'une banque comme BPI France, qui a en partie répondu à la question. Je ne sais pas si Caroline, tu veux peut-être compléter. Effectivement, je trouvais très intéressant ce que Stéphane vient de dire. Et nous, on a un vrai travail qui est engagé chez BPI France à essayer d'estimer un peu justement à quelles émissions on contribue et on essaye de capitaliser sur notre capacité d'entraînement et justement ce lien avec les clients. Aujourd'hui, on n'a pas de mesures restrictives quant aux investissements et aux financements qui sont opérés par BPI France. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'embarquer l'ensemble des clients. Donc vraiment, toutes les boîtes qu'on va financer, de leur proposer des accompagnements ou des financements qui sont à des taux préférentiels pour qu'ils engagent une démarche de transition et d'être là à leur côté. Et sur le sujet des investissements, comme le disait Stéphane, le bilan carbone et prendre en compte ce critère de transition et ce risque de transition, c'est quelque chose qui est fait. Donc, on n'aura pas un critère discriminant, mais pour nous, comme c'est un enjeu de survie et de développement des boîtes dans lesquelles on va investir, c'est clairement un critère qui est pris en compte indirectement. Top. Et concernant le cadre réglementaire actuel pour commencer sur ces enjeux de bilan carbone, est-ce que Caroline, tu peux nous éclairer un petit peu sur ce qui existe et pourquoi pas demain, comment est-ce que ce cadre réglementaire va évoluer? Alors, pour le moment, le cadre réglementaire du bilan carbone, c'est un bilan carbone obligatoire pour les boîtes de plus de 500 salariés à réaliser du coup chaque année. Donc, de faire ce suivi-là. Et nous, justement, on a essayé de proposer des offres en complément
parce qu'on anticipe que cette réglementation potentiellement va évoluer sur des boîtes de plus petite taille. Donc nous, on a développé récemment un dispositif qui s'appelle le DIAC Décarbonation, qui est un dispositif de réalisation d'un bilan carbone sur le scope 1, 2 et 3, justement, qui nous paraît essentiel, sachant que le scope 3, dans la réglementation, n'est pas obligatoire non plus, alors qu'il nous paraît aussi essentiel dans la feuille de route à mettre en place. Et dans ce diagnostic décarbonation, on va avoir justement l'accompagnement à la réalisation d'une feuille de route, et un sujet dont on parlait plus tôt, à la valorisation du coup des chantiers à entamer et du coup des résultats obtenus par le bilan carbone. Donc l'idée, c'est d'arriver en complément. C'est un dispositif qui est cofinancé avec l'ADEME, qui permet également de financer cette démarche-là. Top. Alexis, j'ai vu que tu voulais intervenir. Non, je pense qu'il faut bien noter que la réglementation européenne a déjà acté qu'à partir de 2024, le seuil est baissé à 250 salariés. Donc, ça va quand même augmenter assez drastiquement le nombre d'entreprises qui sont éligibles à ça. Il se trouve que dans le cadre de la loi climat et résilience, d'ici décembre 2022, toute entreprise qui a bénéficié d'une aide de l'État dans le cadre du Covid, que ce soit du chômage partiel ou un prêt garanti État, va devoir reporter son scope 1 et 2 à partir de 50 salariés. Alors après, je ne pense pas qu'il y ait une police très stricte sur le sujet, et donc c'est encore de la régulation assez légère ou douce, on va dire, ou light, voilà. Mais de manière générale, on voit une augmentation de la contrainte sur ce sujet. En Europe, évidemment, et aussi aux États-Unis, là, la SEC, la Security Exchange Commission, est en train de faire passer une réglementation pour que les sociétés américaines aussi cotées soient obligées de faire passer un bilan carbone. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a par ailleurs des réglementations sectorielles. Donc, par exemple, dans l'automobile, les constructeurs ont des amendes s'ils ne réduisent pas le poids carbone des automobiles. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que tous ces fabricants d'automobiles, ils doivent réduire leurs émissions, mais en fait, pour les réduire, ils doivent demander à leurs fournisseurs aussi de les réduire. Et donc, vous avez une contrainte qui est souvent encore plus forte, qui est celle qui passe par les acheteurs de ces grands groupes, qui imposent à toute leur chaîne d'appro, du coup, de réduire leurs émissions. Mais pour le faire, il faut commencer par le mesurer. Vous l'avez également, ce phénomène, par exemple, dans la construction. Vous ne gagnez plus un appel d'offres pour construire un immeuble auprès de la ville de Paris ou de Bordeaux ou d'ailleurs sans promettre qu'il va être neutre en carbone. Et donc, ça veut dire que les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, eux-mêmes doivent commencer à s'intéresser au sujet et eux-mêmes doivent reporter la contrainte sur toute la chaîne des fabricants. Et enfin, voilà, donc il y a une espèce d'effet de domino sectoriel également qui fait que pour moi, la comptabilité carbone va finir par être aussi répandue que la comptabilité financière, c'est-à-dire, pour être clair, universelle, quoi. Très, très bien. Stéphane, du coup, de ce qu'on comprend actuellement, la réglementation impose de mesurer, mais pas encore de réduire. D'ailleurs, tous les trois, est-ce qu'il y a potentiellement des pistes pour que les aides publiques puissent être allouées si une entreprise arrive à réduire son intensité ou ses émissions carbone? Ou est-ce que la réglementation va rester dans la mesure uniquement? Non, bon, enfin, je crois que tout à l'heure, déjà, Alexis avait bien expliqué que dans le bilan carbone, il y a quand même aussi ce devoir d'enclencher une route vers comment est-ce qu'on fait une réflexion. C'est-à-dire que si on s'arrête juste, tout le monde est bien d'accord que le fait de commencer à compter n'a pas de valeur en soi dans l'absolu. Le vrai bénéfice, il est dans la boucle virtueuse, je mesure, je réduis, éventuellement je compense, et puis je recommence, je mesure, etc., pour arriver à réduire. Par contre, ce qui est, je pense, assez intéressant de comprendre, c'est que, d'une part, quand on voit bien dans les échanges, là, souvent, le scope 3 prend une part prépondérante. Alors, et que ce n'est pas forcément facile. Je ne sais pas, vous êtes un constructeur auto, vous vendez des voitures thermiques, on vous dit 80% c'est les voitures que tu vends à tes clients. Bon, ce n'est pas évident de se mettre dans une démarche de diversification ou de se dire je vais vraiment sortir du moteur thermique pour faire
pour faire autre chose. Mais donc, ce qui est important dans le scope 3, c'est que souvent aussi on dit c'est difficile à calculer parce que c'est pas bien défini. En fait, c'est très flou, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Alexis, c'est très flou. La limite, où est-ce qu'elle s'arrête, hein? Si on prend le cas des voitures, bon, ok, on peut regarder les pneus, jusqu'à où ça va. Est-ce qu'on inclut la construction des routes? Pourquoi pas, hein? Les voitures, ça utilise des routes, donc la construction des routes. La construction des routes, ça remonte aux raffineries qu'on fait le bitume, etc., etc. Donc il y a forcément un moment où ça doit s'arrêter, on comprend bien. Et on comprend bien aussi dans les réflexions scope 3, dès qu'on a un peu de pratique, qu'on a une espèce de règle du pouce 80-20, je ne sais pas si Alexis acquiescera, mais en gros, 80% du scope 3, il se fait sur 20% des étapes. Grosso modo, en fait, quand les gens commencent à être très, un peu difficiles sur le scope 3, en fait, assez vite, en lui posant 3-4 questions, souvent on se rend compte qu'il sait en fait où est le problème. Vous demandez à un financier, il va dire bah oui, ok, quand je finance un total, je sais qu'il y a un problème. Bah oui, c'est bien là le problème, quoi. Et donc, en fait, le point, il n'est pas forcément d'avoir une vision exhaustive, scientifique, de vraiment du bout du scope 3, mais il est simplement de bien comprendre quels sont les gros bouts qui font que vous êtes exposé à un risque climat. L'autre sujet après, derrière, c'est ce lien, alors je ne sais pas si je dois le faire tout de suite, ou avec ces perspectives de net zéro. Donc, net zéro, ça vient d'où? Ça vient du rapport du GIEC de 2010. Enfin, ça vient des réflexions globales sur le climat. Et surtout, ce qui a marqué les esprits, c'est le rapport 1.5 du GIEC de 2018. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Il dit que si on veut rester sous la barre des 1.5 degrés à l'horizon 2100, il faut qu'on atteigne un net zéro en 2050. Alors, quand on regarde de façon précise ce qui est écrit, en fait, le net zéro, il dit net zéro carbone, il dit on baisse de façon importante les autres gaz à effet de serre, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le CO2 qui est un gaz à effet de serre, mais il y a aussi le méthane, le protoxyde d'azote qui sont aussi des gaz. Il y en a aussi quelques autres, mais disons au moins le méthane et le protoxyde d'azote, c'est le plus important. Et que c'est cet ensemble qu'il faut arriver à descendre. Alors, ce que font souvent les entreprises qui s'engagent dans des démarches net zéro, c'est déjà, elles prennent un indicateur complètement agrégé. Elles ne raisonnent pas en pur carbone, souvent elles raisonnent en CO2 équivalent, puis elles disent c'est le gros paquet de CO2 équivalent. Donc, si on est un peu puriste, on peut dire qu'il y a un petit biais. Et puis, au global, même si on réduit les CO2 équivalents, on a quand même déjà une bonne perspective. Et puis, la deuxième chose qu'elles font souvent aussi, c'est qu'elles divisent ça par l'unité opérationnelle qu'elles vendent. Par exemple, vous prenez Total, son objectif net zéro, c'est du gramme de CO2 par mégajoule. Alors, même à un moment, histoire de bien brouiller les pistes, on fait ça en grammes de CO2 par million de BTU. Le BTU, c'est British Thermal Unit, c'est une unité que seuls connaissent les gens qui vendent du gaz. Pour vous dire, histoire de bien tromper l'ennemi et embrouiller l'adversaire. Et donc, vous avez ce gramme de CO2 par mégajoule, mais une société comme Danone, ils vont faire ça par tonne de produits. Il y a, dans le monde financier, il y en a qui réfléchissent en tonnes de CO2 par dollar prêté ou dollar investi, hein, etc., etc. Alors, quand on fait ce type d'approche par indice, il y a tout de suite aussi une suspicion d'être un peu entourloupé, puisque en fait, on voit bien que si on diminue le gramme de CO2 par mégajoule, mais si on vend plus de mégajoules, en fait, in fine, en absolu, on ne change pas forcément grand-chose. Ça dépend les degrés de mégajoules que vous vendez par rapport à la baisse que vous anticipez. Et donc, en fait, la baisse de l'indice n'implique pas forcément une baisse des émissions en absolu. J'espère que vous me suivez bien. Et enfin, le dernier point qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que dans ces démarches en fait, d'absolu, il y a l'ADEME qui a publié donc, une sorte de position, une note de position qui est quand même assez claire. Quand elle a commencé à voir fleurir toutes ces initiatives de net zéro, elle a dit, en fait, est-ce que pour atteindre une filée collectivement le net zéro au sens GIEC du terme, c'est-à-dire annulation des émissions carbone avec éventuellement effet de compensation et baisse importante des autres émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre cette neutralité, il y a un chemin, c'est tout le monde se met à zéro, mais il y a plein d'autres chemins en fait. Il y a plein d'autres chemins où Pierre, Paul ou Jacques réduisent un peu et d'autres entreprises vont réduire beaucoup plus ou vont avoir une compensation plus globale. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que le chemin optimum vers le net zéro, ça soit tout le monde à zéro. Autrement dit, ce que recommande l'ADEME, c'est
plutôt que tout le monde se ruer vers des démarches net zéro qui sont parfois contestables et souvent contestées avec des indices, des choses un peu bizarres, concentrons-nous sur le maximum d'efforts à faire le plus possible. La compensation, à voir si ça doit être fait vraiment au niveau des entreprises ou au niveau des États, puisque c'est quand même plutôt les États qui reportent leurs émissions après, à la fin et qui sont engagés vis-à-vis de l'accord de Paris. Et puis, avançons comme ça. Et donc, il y a eu une sorte de petit coup de frein qui a été fait par l'ADEME, puisqu'il y a eu plein d'entreprises qui sont engagées. Hein. Il y a eu, si on prend l'ensemble des engagements en net zéro, je peux vous dire que, à la limite, on se dit le job is done, en fait. Hein. Et alors d'abord, après, bon, c'est évidemment des intentions et on verra bien si elles atteignent, mais voilà. Bon, je crois que voilà, je ne veux pas prendre toute la parole, mais voilà à peu près ce que j'avais. On va continuer dans un instant justement sur ces sujets de net zéro qui n'a de sens qu'au niveau global, au niveau de l'ensemble de notre civilisation et pas au niveau uniquement d'une entreprise. Je pense qu'on va aussi revenir sur le débat et le sujet relatif vs absolu quand on communique et quand on mesure et pilote la donnée la CO2. Parce que les deux seuls ne se suffisent pas, il faut piloter les deux en même temps. Peut-être juste avant, pour revenir à un sujet qui est assez intéressant, et Caroline, on en parlait en intro, on parlait d'au-delà de l'aspect réglementaire, il y avait aussi un intérêt assez fort des entreprises à mesurer et à réduire l'intensité carbone, donc potentiellement un ROI. Et on en parlait, et tu disais que le bilan carbone, vous étiez chez BPI très sensible quand une entreprise le faisait parce qu'elle avait des meilleures chances de succès sur le marché. Alors, quel est, d'après toi, justement, ce ROI, ce retour sur investissement potentiel pour les entreprises qui se lancent dans la démarche carbone? Est-ce que c'est uniquement pour attirer et fidéliser des investisseurs ou est-ce que ça sert aussi à la marque employeur, à la différenciation de la concurrence? C'est quoi déjà ton avis sur le sujet? Oui, bah, effectivement, comme tu le disais, le point a été abordé également plus tôt. Il y a cet aspect de pouvoir obtenir de nouveaux marchés avec toute cette chaîne qui a été présentée par Alexis, qui font qu'il y a des obligations même et il y a de plus en plus de chartes d'achat responsables qui sont déployées. Donc, ça permet d'obtenir de nouveaux marchés. L'aspect marque employeur dont tu fais mention, on le voit vraiment de plus en plus et c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé pour la recherche de talents. Nous, on a aussi un dispositif chez BPI France qui a été déployé qui s'appelle le VTE Vert. Je pourrais en dire deux mots s'il y a des questions, mais on a pris en charge aussi ce sujet de placer des talents sur des boîtes qui ont lancé une démarche de transition. Il y a également l'aspect d'anticiper le cadre réglementaire dont on parlait. Effectivement, on voit que ça évolue, que c'est de plus en plus restrictif et que plus on l'a anticipé, plus on est à l'aise avec cet exercice et plus on a entamé des démarches, plus ce sera facile de rentrer dans ce cadre-là, dans ce nouveau cadre-là. Sur l'aspect investissement et financement, on en faisait mention, mais effectivement, ça devient un critère. Et sur l'aspect exposition au risque, pour moi, c'est vraiment les 5 éléments, mais être en mesure de se dire qu'on peut se prémunir de variations de prix de matières premières, du prix de l'énergie. Aujourd'hui, avec l'actualité, on voit le sujet qui revient. Donc, clairement, tout ça, c'est des critères qui sont déterminants dans la réussite, on va dire, d'une entreprise. Et Alexis, toi qui accompagnes aussi des PME, c'est quoi les raisons pour lesquelles elles se lancent là-dedans? Est-ce que c'est uniquement pour la gestion du risque ou il y a aussi potentiellement d'autres retours sur investissement ou d'autres intérêts de leur part? Alors, effectivement, la conviction de l'équipe dirigeante est clé sur l'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique, mais comme c'est aussi des chefs d'entreprise, ils ont besoin de raisons un peu plus court-termistes pour finalement dégager un budget et du temps auprès de leurs équipes. Et moi, je vois 3 ou 4 types de motivation court terme. Très souvent, on est dans une relation de labellisation vis-à-vis d'un client. C'est-à-dire que je suis fournisseur du groupe Pernod Ricard, je suis fournisseur d'un constructeur automobile. Ce sont des entreprises qui se sont elles-mêmes engagées pour différentes raisons, mais du coup, elles reportent la contrainte à leurs fournisseurs parce que tout simplement, elles ne peuvent pas réduire leurs émissions sans réduire leur scope 3. Et leur scope 3, c'est en grande partie leurs achats, c'est en grande partie leurs fournisseurs. Donc, je veux gagner un appel d'offres, je veux être renouvelé comme client de packaging pour Pernod Ricard ou comme vendeur de à peu près tout et n'importe quoi de licence IT, un grand compte. Il me demande un bilan carbone. Ça, c'est la première raison, c'est
Et donc, ça se manifeste parfois par un score, un score ZAI, un score haute plateforme d'ESG, etc. Et donc, ce type de plateforme ESG, en fait, sont des canaux de transmission de cette contrainte d'un grand groupe vers une PME. La deuxième raison, donc, c'est vous êtes une marque engagée. Et donc, c'est plutôt votre. En fait, dans un cas, c'est le client B2C, enfin B2B, pardon. C'est une relation de grand compte à fournisseur. Et dans beaucoup de cas, c'est une relation B2C. Donc, je vends des chemises avec du tissu recyclé. Je suis un restaurant avec une finalité bas carbone. Donc, je vends de la lessive écologique, etc. Donc, pour prouver où je suis un fournisseur d'énergie verte, pour prouver que je suis meilleur que la moyenne sur ces sujets, pour finalement prouver la finalité de mon entreprise, j'ai besoin de mesurer mes émissions émises, mais aussi les émissions que j'évite par rapport à un scénario de référence. En quoi est-ce que mon savon est meilleur que la moyenne des savons, etc. Donc ça, c'est la deuxième type de raison. Et puis, il y a aussi une raison autour de l'engagement salarié qui est assez fort parce que quand vous êtes sur des secteurs où vous êtes en concurrence pour le recrutement, où c'est finalement l'essentiel de votre croissance passe par le fait d'attirer les talents, eh bien, vous savez que peut-être que les jeunes ont de moins en moins envie de travailler pour des sociétés qui se fichent des enjeux sociétaux. Témoins les campagnes type les ingénieurs engagés pour le climat qui ne veulent plus aller travailler chez Total et qui veulent travailler dans des sociétés qui ont une mission. Et donc, je le vois très bien avec un de nos clients comme Payfit. Donc, eux, c'est un élément extrêmement important de l'engagement salarié chez eux. C'est tous les efforts sociétaux qui font. Et donc, le bilan carbone en fait partie, mais tout le suivi des initiatives derrière. Donc, vraiment, labellisation, interface grand compte, finalité du produit B2C et engagement en interne. Ok. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le sujet le plus spicy de cette table ronde qui est la neutralité carbone, peut-être revenir sur un point qui est très intéressant et Stéphane, tu as commencé à l'aborder et Caroline, on en parlait au tout démarrage quand on a lancé le début de cet échange. Et ça revient, Alexis, sur ce que tu viens de dire, qu'il y a plusieurs éléments. Il y en a un qui est commercial. C'est faire de son bilan carbone et de ses émissions carbone un argument différenciant en B2B dans un appel d'offres ou en B2C auprès du consommateur. Et pour ça, ça peut être bien de creuser la façon de communiquer cet impact carbone. Parce que Stéphane, tu disais que c'était bien de parler en intensité, mes émissions par produit, par mégawattheure, par euro investi, mais tu disais que ce n'était pas suffisant parce que on pouvait avoir une intensité qui baisse, mais des émissions de manière absolue qui augmentent. Mais à l'inverse, c'est aussi vrai. Si on compare qu'en émissions absolues, une petite entreprise sera toujours bien meilleure qu'une grande. Mais ce qui compte pour le consommateur, c'est de comparer, tu parlais des savons, Alexis, quel est le savon qui a la meilleure empreinte carbone? Et ça, on ne peut pas le mesurer en absolu à l'échelle de l'entreprise. Il faut le mesurer en intensité carbone par savon pour savoir que le savon A émet 20% de moins de CO2, 50% de moins de CO2 que le savon B. C'est quoi pour vous vos best practices pour bien communiquer ces émissions CO2? Est-ce qu'on parle en absolu? Est-ce qu'on parle en relatif? Ou est-ce qu'on doit parler des deux sujets pour éviter l'effet rebond? Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux rebondir? Ouais, moi je dirais, j'aurais tendance à dire un peu les deux, mais aussi après ça dépend de ton secteur. Tu prends une société comme Total, dont le métier c'est de vendre des énergies fossiles. Je trouve qu'en communiquant, je pense que dans ce cas-là, en cas d'espèce, puis la société est tellement grosse, Total, son bilan en incluant le scope 3, c'est autant que la France tout entière, juste une entreprise. Donc les émissions de la France, c'est à peu près 400 millions de tonnes. Total, c'est à peu près la même chose. Donc, on voit bien que là, si elle communique que sur le gramme de CO2 par mégajoule, c'est-à-dire qu'en fait, elle va dire, une grande partie de ma stratégie, c'est le switch vers le gaz naturel. Bon, le gaz naturel, ça ne change pas non plus complètement les choses. C'est-à-dire qu'elle va être sur du moins 10, moins 15% peut-être à terme.
c'est pas à l'échelle. Donc, on attend d'une société comme Total qu'elle fasse beaucoup plus. Et du coup, le gramme par mégajoule me semble au pire million de BTU, histoire que personne ne comprenne rien, et me pose vraiment un problème. Après, pour des sociétés sur des secteurs qui sont moins sensibles et qui sont a priori moins critiques, le savon ou je ne sais quoi d'autre, hein, là, bah, effectivement, je pense que d'avoir une approche plus par le meilleur de la classe, ou d'être là, ça peut avoir de la valeur. Et puis éventuellement, mais par exemple aussi si on prend, je sais pas moi, des secteurs très très intensifs en carbone, comme le ciment, dans une certaine mesure l'électricité. Bon, bah, je trouve que le facteur global, il est quand même pratiquement aussi important que le facteur spécifique. J'aurais tendance donc à différencier suivant la typologie d'activité de l'entreprise. Si l'activité de l'entreprise c'est vraiment très, très carboné, à ce moment-là, c'est vraiment, moi je trouve, les émissions absolues beaucoup plus que les émissions relatives qui sont importantes. Après, dans des secteurs qui sont peut-être moins critiques, peut-être l'approche spécifique, elle peut avoir une certaine valeur, mais on voit bien qu'on va être sur d'autres échelles, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais promis, j'ai aucune action chez Total. Si on parle uniquement en valeur absolue pour un gros pollueur comme Total, imaginons qu'on veut réduire ses émissions par 2, Total arrête la moitié de ses activités. Mais si en face, la demande ne change pas, potentiellement, c'est Shell qui aurait une intensité carbone plus forte qui va prendre le marché abandonné par Total, parce que Total n'a pas la main sur l'utilisation de son pétrole. Donc, comment est-ce qu'un Total peut piloter ses émissions absolues si c'est beaucoup lié au scope 3 et qu'elle n'a pas vraiment la main sur le scope 3? En fait, moi je pense qu'une société comme Total, c'est tout son argumentaire de dire qu'elle n'a pas la main, mais en fait, elle a quand même en partie la main. C'est-à-dire que elle a une capacité d'influence sur ce que va faire ses clients. Elle peut décider d'investir ou de convertir ses stations-service dans l'électrique, puisque c'est ça qui est en train de venir. Et en fait, le discours que tu tiens, je pense qu'il pouvait être assez vrai il y a quelques années, mais maintenant qu'on voit que l'industrie automobile est en train de shifter très largement vers l'électrique, la plupart des grands constructeurs vont arrêter en Europe, vont arrêter le moteur thermique 2030, 2035, dans toutes ces dates-là. Donc là, il va y avoir une vraie différenciation qui va se faire entre l'acteur pétrolier qui reste sur le pétrole et l'acteur pétrolier qui diverge. Et d'ailleurs, sur les super majors, c'est très intéressant de voir que de part et d'autre de l'Atlantique, on a des comportements très différents vis-à-vis de la contrainte carbone. C'est-à-dire que les super majors européennes ont plutôt tendance à aller de plus en plus vers le gaz, mais aussi à diversifier vers l'électricité verte, parce qu'ils comprennent bien qu'il y a ce mouvement qui sont enclenchés, qu'il faut qu'ils l'accompagnent et qu'il faut qu'ils décarbonent, alors en intensité, mais même en absolu. Alors que de l'autre côté, les super majors américaines, elles sont beaucoup moins dans cette démarche-là, même si ça commence un peu à bouger. Mais ce qui est super intéressant, par exemple, c'est de comparer un Exxon qui, pendant très longtemps, n'avait même pas de stratégie carbone, a publié une stratégie carbone il n'y a pas très très longtemps, qui est uniquement scope 1 et 2 et sur des mesures de type capture et stockage de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les super majors européennes sont dans des stratégies qu'on peut critiquer, qu'on peut juger pas suffisantes, etc., mais sont quand même dans une stratégie de diversification, donc avec gaz naturel et énergie renouvelable, alors que les super majors américaines, qui sont dans un contexte très différent, elles sont encore très pétrole, avec une baisse de l'intensité de leurs produits. Oui, en Europe, de manière générale, on est quand même assez en avance sur ces sujets, et la France est d'ailleurs, de manière générale, assez leader sur beaucoup de ces thématiques, même si ce n'est pas forcément lié qu'aux politiques, c'est aussi lié aux entreprises, aux entrepreneurs et à la sensibilité du public et des décideurs d'entreprise. Alors, le temps passe, malheureusement, on va devoir peut-être un peu compresser cette question de la communication avec l'absolu et la relativité du CO2. Peut-être aborder le dernier thème qui est le plus, à mon avis, sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire, c'est sur la neutralité carbone. Parce qu'on voit en effet, tu disais tout à l'heure, Stéphane, qu'il y a énormément d'entreprises qui annoncent que pour 2030, 2040, 2050, parfois 2060, elles veulent atteindre la neutralité carbone. Quand on creuse un petit peu sur ce genre de déclaration, on se rend compte qu'il y a une grande partie qui est liée à la compensation des émissions.
et moins dans la réduction au maximum de leurs émissions de GES. Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone ou net zéro? Comment est-ce qu'on peut y arriver et est-ce que ça a un sens au niveau d'une entreprise ou est-ce que c'est peut-être du greenwashing? Alexis, je veux que tu voulais initier. Ce que je peux peut-être dire, c'est que d'abord, la neutralité carbone aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas possible parce qu'il y a à peu près 51 milliards de tonnes de CO2 équivalent rejetés chaque année dans l'atmosphère et il n'y a pas du tout assez de projets ou de sources de capture de carbone pour atteindre une neutralité au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment, les arbres évidemment stockent du CO2, il y a tout un tas de solutions pour stocker du CO2, mais quand on fait la comptabilité du plus et du moins, vous n'avez pas du tout assez de projets pour tout compenser. Donc la neutralité carbone aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faudrait grosso modo planter chaque année des arbres sur toute la surface des États-Unis, espérer qu'ils poussent en une année, les raser, les enterrer et les replanter chaque année. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, quand on regarde la trajectoire de réduction des émissions des accords de Paris, on a fixé comme objectif d'atteindre le net zéro en 2050, c'est-à-dire un moment où il y aura autant d'émissions que de projets de capture. Et parce qu'on n'arrivera jamais à zéro émission, parce qu'il faudra toujours, ne serait-ce que pour produire des voitures électriques ou des éoliennes ou des choses, il y aura l'absence totale d'émissions est quasi impossible. Donc, ce qui est possible, c'est de réduire les émissions à un niveau tel qu'on soit capable d'avoir autant de projets. C'est pour ça que dans les trajectoires que vous voyez à la fois la réduction des émissions et de façon un petit peu concomitante et parallèle, l'augmentation du nombre de projets de compensation. Donc, la compensation fait complètement partie de la solution, mais ce qui est, je crois, un très trompeur, c'est d'entendre une entreprise qui vous dit « moi, je suis déjà neutre en carbone ». Parce que c'est une sorte de tour de passe-passe de comptabilité, de dire OK, moi j'ai financé autant de projets de compensation que j'aimais, très bien, mais vous n'avez pas résolu le problème dans son ensemble. Donc, ce n'est pas seulement une question de wording et de méthodologie, mais les gens qui s'intéressent de près à ce sujet ne veulent pas promouvoir la compensation avant tout, parce que du coup, ça équivaut un peu à un aléa moral, à un droit à polluer. Et donc, la définition est importante. Il faut dire je contribue à la neutralité carbone que j'atteindrai dans un horizon de temps donné. Et en fait, donc, j'ai une stratégie net zéro qui veut dire je réduis et je compense ce que je ne peux pas réduire, mais dans une optique de… ce qui est assimilé du coup à du greenwashing, c'est quand vous prenez l'avion et qu'on vous dit ce vol est neutre en carbone. Parce que non, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire que je suis neutre en carbone, il faut dire je contribue à la neutralité ou j'ai une stratégie net zéro, ce qui est un peu différent. Ok, donc commencer surtout par la réduction et compenser le reste. Ouais, Stéphane? Moi je dirais en complément aussi, je dirais que comme aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de définition, tout le monde il met un peu ce qu'il veut dedans, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a certains qui vont vous dire sur scope 1 et 2, je suis neutre en carbone. Alors, ils vont afficher je suis neutre en carbone, puis après, il y a le petit astérix en bas, où c'est scope 1 et 2. Ou par exemple, si on prend les trois grands groupes pétroliers, Shell, BP, Total, qui ont tous les trois annoncé net zéro 2050, mais tous les trois avec des définitions très différentes. C'est-à-dire que, donc vous avez bien compris que c'est l'indice qu'ils ont choisi, et qu'ensuite, même dans le calcul de cet indice, ce n'est pas fait de la même manière. Chez Total, c'est une division, c'est donc que scope 3, et c'est scope 1 et 2 qui est travaillé par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, mais ce n'est pas inclus dedans. Et scope 3, ils font une division entre la quantité d'énergie qu'ils vendent, en mégajoules par exemple, et puis l'inventaire, donc les émissions de CO2. Ça, c'est une façon de faire. Mais Shell, par exemple, ils ne font pas pareil. Shell, ils font une moyenne pondérée des intensités carbone des produits énergétiques qu'ils vendent. Donc, vous voyez bien qu'à la fin, ça fait des grammes par mégajoule,
Mais enfin, c'est un peu plus subtil. Et puis, sur un périmètre qui est très différent. C'est-à-dire qu'aussi, l'autre subtilité, qui est introduite par exemple par BP, BP ne tient en compte que le bilan carbone des émissions qu'elle produit. Autrement dit, quand une raffinerie de BP achète du pétrole à Total, il le raffine et il vend, il ne le prend pas en compte dans son bilan ou dans son objectif net zéro. C'est quand même subtil. Et jusque, vous avez probablement vu que BP allait sortir de Rosneft suite à la crise avec la Russie, mais jusqu'à très récemment, donc BP détenait 20% de Rosneft, 19% pour être précis. Il n'était non plus pas pris en compte dans l'objectif net zéro, je ne sais pas pour quelle raison, de BP. Donc, vous voyez, donc il y a plein de subtilités comme ça à travers la façon dont on définit et qui permettent en fait de passer entre les gouttes, de dire, de pouvoir afficher en grand je suis net zéro, et puis en fait quand on gratte, on dit ah bah tiens c'est pas pareil, ah bon pourquoi vous calculez pas, même dans le même secteur, ils sont par exemple chez les grands groupes pétroliers, ils sont pas arrivés à se mettre d'accord sur simplement la façon de définir dans le secteur pétrolier ce que c'est qu'un net zéro. Alors évidemment, et tous, ils ont des stratégies évidemment de compensation, mais qui est un autre sujet. À noter aussi que dans le fameux scénario que j'ai évoqué tout à l'heure du GIEC sur le 1.5, il y a des recours donc à du puits de carbone entre guillemets facile, c'est-à-dire je plante des arbres, mais il y a aussi beaucoup de trucs beaucoup plus exotiques comme ce qu'on appelle le BECS, c'est-à-dire donc la production d'électricité à partir de biomasse, et vous captez le CO2 dans les fumées que vous réinjectez dans le sous-sol. Et ça, bon, c'est des choses qui sont aussi très, on va dire prospectives. Hein. Ça n'existe quasiment pas à l'échelle industrielle aujourd'hui. Et je dis que ça le soit dans le futur. Et tous les tests de ce genre de procédés de capture sont des gros échecs pour le moment, à peu près tous les pays du monde. Caroline, sur la question de la neutralité carbone. Non, mais je trouve que c'est très complet ce qui a été dit par Stéphane et Alexis. Top. Écoutez, il en reste à peu près une dizaine de minutes. Ce que je propose, c'est de prendre les questions qui sont posées, qui vont être posées. Est-ce que Laure, tu veux prendre la main sur les questions? Pas de souci. Alors effectivement, on avait une question d'Alain. Alors désolé Alain, on a gardé les questions pour la fin, qui nous posait la question suivante: l'électricité photovoltaïque sur site, scope 1, pendant quelques années, puis neutre en carbone, puis neutre en CO2, juste. Donc c'est plutôt une question. Est-ce que la question... ouais. Je pense que juste quand on mesure ces émissions, on ne fait pas de soustraction. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas oui. C'est pas parce que je produis une électricité moins carbonée que je peux faire que le fait de produire cette électricité n'émet pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, si vous produisez votre électricité sur site, en fait, vous avez... la question n'est pas très claire. Ce que je pense, Alexis, c'est que c'est juste ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'au moment où il va construire sa ferme, quand il va installer les panneaux, il va y avoir les émissions liées l'année N à la construction du parc, voilà, donc l'importation des panneaux, les travaux, etc., etc. Et puis après, derrière, il y aura un peu de CO2 lié à la maintenance des panneaux, mais qui est très faible, mais ça va se passer comme ça. Donc, il n'y aura pas de neutralité en tant que telle, mais donc il y aura un pic d'émissions au moment de la construction du champ l'année N, et les années suivantes, il y aura les émissions liées à la maintenance. Voilà comment ça va se passer. Oui, alors ça vous avez raison. Ce qu'on peut rajouter à ça, c'est simplement que si vous suivez le bilan carbone selon la méthode de l'ADEME, vous avez des immobilisations, donc vous pouvez les amortir sur l'année de l'usage. Donc, même si vous achetez beaucoup d'actifs, de panneaux solaires, si vous les utilisez 10 ans, mettons, vous amortissez les émissions sur les 10 années. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez moins consommé d'électricité auprès d'EDF ou de votre fournisseur. Et du coup, vous avez moins de scope 2.
et vous avez un peu de scope 3, parce que vos actifs, c'est dans votre scope 3, mais vous l'amortissez. Et si vous êtes dans la comptabilité du GHG protocole, qui est la norme internationale, c'est l'année de la dépense où vous mettez tout. Donc bref, c'est des petites différences d'experts, mais fondamentalement, votre panneau solaire a peut-être un meilleur bilan que le mix énergétique moyen français, principalement parce qu'il inclut aussi beaucoup de charbon et de gaz. Donc, on rajoute sur le scope 1 et on déduit du scope 2 sur la manière étalée. En fait, vous rajoutez sur le scope 3 vos actifs et vous réduisez votre scope 2 d'électricité. Mais ce n'est pas vraiment dans votre scope 1 parce que vous ne mettez pas de fuel dans vos panneaux solaires, quoi. Donc, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'émission qui sort directement de vos machines propriétaires dans votre entreprise. Les émissions liées aux panneaux solaires, elles sont chez le fournisseur de panneaux solaires. Donc, c'est votre scope 3. Il y a une question assez technique sur le biochar qui est un petit peu équivalent pour le coup au biogaz, même si on ne parle pas de la même matière, qui demande est-ce que le biochar, c'est du greenwashing de capture ou pas. Peut-être pour du contexte, le biochar, c'est du biocharbon. On prend la matière organique et on en fait une ressource, un peu comme le biométhane. Peut-être un élément de contexte, c'est que quand ces éléments organiques vont pourrir dans un champ ou dans un dépotoir, malheureusement, elles vont relâcher du méthane dans l'atmosphère. Donc, utiliser du biométhane ou du biochar permet logiquement d'être assez neutre en carbone parce qu'on permet d'utiliser une énergie qui, dans tous les cas, aurait été émise. Là, peut-être, Stéphane, peut-être que c'est plus ton domaine de compétences. Ouais, en fait, tout ce qui est biomasse en ce moment, ça fait déjà depuis assez longtemps. Donc, ça a commencé par les biocarburants, maintenant la biomasse solide, bois, qui est de plus en plus contestée sur son intérêt vis-à-vis du climat. Et dans ce cas-là, pour le méthane ou autre, tout dépend de l'origine et de la façon dont on collecte et on amène la matière première dans le processus. Et donc, par exemple, pour forcer un peu le trait, en Allemagne, on a vu des dérives où il y avait des agriculteurs qui faisaient pousser du maïs pour ensuite les faire méthaniser et produire du méthane. Est-ce que c'est ça vraiment l'esprit qu'on voulait? Donc, si on valorise des déchets qui étaient, oui, si jamais on fait de la production dédiée, il peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y avait avant, comment est-ce qu'on fait pousser, est-ce qu'il y a un changement d'affectation du gaz des sols à prendre en compte? Et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et on voit bien qu'on rentre dans une classe qui est très différente. Donc, j'aurais tendance à dire, dès qu'on valorise des déchets ou des choses comme ça, c'est plutôt vertueux. Dès qu'on sort de cette voie-là, il faut faire assez attention. C'est pareil pour le biométhane dans des sites agricoles, où on va valoriser des chutes de production qui, dans tous les cas, seraient relâchées sous forme de méthane qu'on utilise en énergie. Donc, vraiment, la façon dont on récupère l'énergie, où est-ce qu'on a des champs dédiés à ce genre de culture. Alexis, tu voulais… Oui, si je peux me permettre juste d'apporter une perspective complémentaire. En fait, c'est un peu le même débat que sur le gaz, qui est meilleur que le charbon. Oui, le gaz émet, il est meilleur que il émet moins que le charbon. Donc, c'est une alternative moins émettrice, mais ça reste quelque chose de très émetteur. Donc, je pense qu'on est dans une transition. Donc, on est en permanence en train de chercher des sources d'énergie moins émissives. Et parfois, on se contente de quelque chose dont on sait que ce n'est pas bon dans l'absolu, mais c'est mieux que ce qu'on avait avant. Et donc, c'était notamment la stratégie de l'Allemagne sur le gaz naturel qui venait remplacer le charbon avant qu'on découvre que tout était produit en Russie, quoi. Donc, enfin, désolé si je suis extra simpliste, mais je pense que, et donc la question que vous posez ici sur ce que c'est bon, pas bon, en soi, ça reste émissif, mais c'est peut-être meilleur que l'alternative. Voilà. Top. Il y a deux questions sur le SBT. Ouais, alors ça, une de Anne et une de S. Ponton, mais qui ne sont pas au même endroit. Laure, je te laisse choisir laquelle en premier. Celle peut-être pour Stéphane, effectivement, qui rebondit à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais de ce fait, à quoi le SBT, si tout le monde ne suit pas la même démarche? Donc, effectivement, la question est adressée à Stéphane. Ok, donc le SBT, c'est le Science-Based Target, qui est une initiative qui vise justement à normaliser les approches
les approches net zéro par secteur. Et donc voilà, c'est une bonne question, mais en fait, pour l'instant, sur l'oil and gas, alors je n'ai pas regardé récemment, je sais qu'il y a une démarche qui a été enclenchée sur le SBT oil and gas, et je ne sais pas à quel point elle a été conclusive, mais il y a même d'autres démarches, par exemple l'ADEME, qui a une démarche qui s'appelle ACT, qui vise à justement aussi essayer de normaliser la pratique entre guillemets net zéro, qui a fait un travail sur l'oil and gas, mais en fait, pour l'instant, ce ne sont pas des démarches qui sont suffisamment puissantes sur le marché pour pouvoir être imposées. Donc, les pétroliers préfèrent pour l'instant faire leur guise. Donc, je répondrais que à quoi bon, c'est bien que ces démarches elles soient là et elles permettent de forcer les acteurs à essayer de se parler. Tant qu'ils ne veulent pas se parler, on ne peut pas les forcer. Mais à force de mettre en avant ce type de démarche, il y a un moment donné, quand même, ça va à mon avis, percoler. Et donc, les gens vont commencer à s'aligner et puis à avoir des pratiques. Il faut absolument qu'ils aient des pratiques comparables. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, ce que j'ai rajouté, donc nous, auprès des grands groupes, on constate que SBTI, donc les Science Based Targets, a tendance à être la norme de référence en matière de fixation de trajectoire de réduction, parce que c'est la norme la plus internationale. Donc, ça regroupe le CDP, le Carbon Disclosure Project, une antenne de l'ONU et puis 2-3 acteurs comme ça. Mais c'est évidemment pas la seule. En France, vous avez ACT que vient de citer Stéphane, mais vous avez aussi la stratégie nationale bas carbone qui dit, voilà, pour la France, quel doit être le sentier de réduction pour chaque secteur. Et donc, souvent, c'est ça qui est pris comme référence. J'ai l'impression que SBTI s'impose un petit peu, sauf que pour pouvoir enregistrer sa trajectoire sur SBTI, il faut payer 5 000 € ou un truc comme ça. Donc, du coup, il n'y a que les grands groupes qui le font. Donc, en fait, les PME, elles peuvent un peu choisir ce qu'elles veulent. L'intérêt, au-delà du reporting sur le fond de la trajectoire, c'est qu'il y a vraiment un calcul sectoriel qui a été fait. Et donc, plutôt que de se dire ce que je veux réduire de 50% mes émissions cette année, on s'aperçoit que c'est quand même plus réaliste de dire si je réduis de 5% par an, oui, ça m'amène à mon objectif en 2030 ou en 2050. Et en fait, réduire de 5% ses émissions par an, c'est quand même, et je veux dire dans l'absolu, et même pour une société en croissance, c'est quand même atteignable par beaucoup, je dirais la majorité des entreprises. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette démarche, c'est de privilégier les petits pas qui, du coup, nous donnent une beaucoup plus grande chance d'y arriver. Et c'est la parfaite transition justement pour la question d'Anne. Justement, elle demande si le SBTI est la seule entité qui valide la trajectoire. Si oui, pourquoi et pourquoi ça n'est pas plus utilisé? Et sinon, est-ce qu'il existe un système équivalent européen? Je crois y avoir répondu, mais non, disons que c'est pas c'est plus un dépôt qu'une validation. Ils viennent pas, il n'y a pas des auditeurs qui viennent contrôler. Les auditeurs, c'est ceux qui font votre bilan carbone. Après, l'idée derrière la stratégie nationale bas carbone, en fait, quand vous avez eu c'est que chaque pays vient avec sa feuille de route. Donc, quand vous avez eu la COP26 récemment, en fait, c'était la traduction des objectifs des accords de Paris en stratégie nationale. Et donc, finalement, c'est la grande conférence internationale qui venait valider la trajectoire de chaque pays. Et après, à chaque pays de valider que chaque secteur suit ça. Et si vous avez suivi un peu les débats, la France a fixé une trajectoire, mais ne s'est pas elle-même donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Et donc, la France a été condamnée en justice par le Conseil d'État, c'était la question de l'affaire du siècle, a condamné la France pour inaction climatique parce que, en gros, ce qu'ils ont dit, c'est la stratégie nationale bas carbone dit qu'il faut réduire de X% les émissions du bâtiment. Donc, ça voudrait dire rénover, je ne sais pas combien exactement, 300 ou 400 000 logements en France. Et en fait, vous n'avez fixé comme budget que de quoi en rénover 50 000. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais dans l'idée. Donc, en gros, la France ne se donne pas les moyens. Donc, la France s'est condamnée elle-même pour inaction climatique. Donc, c'est un peu symbolique parce que l'État se paye une amende à lui-même. Mais donc, il y a quand même cette notion
en fait, comment dire, de contraintes juridiques, in fine, sur les objectifs. Moi, je tempérerais quand même ça. C'est-à-dire que cette contrainte juridique, elle n'existe pas formellement dans l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est la transparence. C'est la seule contrainte, entre guillemets. On vous demande d'exposer votre, votre trajectoire, et après, si elle est crédible ou pas, c'est votre réputation, en fait, quelque part, qui est en jeu, mais rien de plus. Et ensuite, l'affaire du siècle, etc., c'est des choses très franco-françaises. Ensuite, la deuxième chose sur les trajectoires, le truc, c'est que les entreprises, surtout les grandes, qui ont des activités un peu partout dans le monde, il y a la France, elle a peut-être sa trajectoire, mais enfin, vous prenez un groupe comme Total, excusez-moi de focuser sur Total, mais un groupe comme Total, la France, c'est peu de choses dans son activité qui est mondiale. Et donc, elle ne peut pas prendre la stratégie nationale bas carbone de la France pour établir sa trajectoire. Elle est obligée d'avoir un référentiel qui soit autre. Alors, jusqu'à maintenant, les gens prenaient beaucoup les scénarios de l'AIE, etc. Depuis que l'AIE, donc les World Energy Outlook, depuis que l'AIE a publié son scénario 1.5 dans lequel elle dit il n'y a plus d'investissement en énergie fossile qui est possible à partir de maintenant si on veut se mettre dans une trajectoire 1.5, évidemment, les gens sont un peu emmerdés et donc ils produisent, enfin en tout cas dans le secteur pétrolier et gazier, du coup ils produisent leur propre scénario histoire de quand même pouvoir encore faire un peu leur business. Mais attention, donc l'accord de Paris, justement, contrairement à l'accord de Kyoto qui le remplace, il n'y a pas de contrainte juridique. Alors que Kyoto, c'était l'idée, qu'éventuellement il y avait un potentiel recours juridique. Tu as raison, Stéphane. Cette idée a été introduite dans le droit français, elle est loin d'être générale, donc c'est essentiellement de l'autocontrainte, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas aujourd'hui imposée aux entreprises. Et on peut du coup poser la question de savoir s'il faudrait y venir un jour. Ça passe plutôt par des systèmes, à mon avis, de taxation, et on commence à voir ça apparaître aux frontières avec la taxe carbone. Donc, c'est plutôt, on ne va pas vous imposer une trajectoire de réduction, on va sans doute vous taxer si vous émettez trop, en commençant par les importations, et peut-être un jour ce qui est produit localement. Voilà, et juste pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, et je pense que ce qui est aussi très important sur ces bilans carbone et comprendre aussi du côté des investisseurs ce qui est important. Les investisseurs, que vous émettiez 20, 30, 40 ou 50 millions de tonnes à la limite, ou 10 kilotonnes ou une tonne à la limite, ce n'est pas tellement leur sujet. Ce qui est leur sujet, c'est finalement le risque auquel ça les expose. Ou en tout cas, le risque que quand ils investissent dans votre entreprise, cet argent, à un moment donné, il puisse valoir moins parce que, justement, vous êtes exposé à un risque et à un risque carbone. Alors, l'exemple classique chez les pétroliers, ce qu'on appelle les stranded assets, donc les actifs échoués, via la contrainte carbone mondiale, il est probable que les 2/3 des ressources de pétrole, de gaz, de charbon doivent rester dans le sol jusqu'en 2050. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une partie des actifs dans lesquels a investi Total, à un moment donné, on ne sait pas encore dire quand, mais il y a un moment donné, ça va valoir pas grand-chose. Donc aujourd'hui, le risque, il est modéré à faible, mais il est quand même présent. Demain, plus on va s'avancer vers ce 2050, plus ce risque d'actifs échoués, il va devenir de plus en plus important. Et ce qui est évidemment assez clair pour une société comme Total, il peut l'être aussi pour vous. Et il peut l'être via votre scope 3. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous êtes dépendant, si je reprends l'exemple de Danone, par exemple, si demain on décide qu'on ne fait plus de bovins, Danone va être impacté parce qu'il n'a plus de lait. Ou alors, il va falloir qu'il se diversifie. Mais pour l'investisseur qui investit dans Danone, c'est important de savoir cette information-là. Et donc, le carbone, plus que la valeur, c'est plus un traceur d'un risque. Et dans les risques climat, vous en avez 3. Vous avez ce qu'on appelle le risque de transition, c'est ce que je viens d'évoquer. Et donc, c'est des sociétés qui émettent beaucoup. Elles vont être exposées au fait qu'elles soient remplacées. Donc, c'est par exemple une société qui fait du charbon ou du gaz. Demain, ça va être du photovoltaïque ou je ne sais quoi, et du nucléaire, pourquoi pas. Enfin, voilà. Et donc, du bas carbone. Et donc, elle se trouve déplacée. Et donc, ces actifs qu'elle a en charbon ou en gaz, ils perdent leur valeur puisqu'on ne peut plus les opérer. C'est arrivé par le passé, dans une certaine mesure, à Engie, par exemple, qui a trop investi vers 2010 dans des centrales qui a été reproché à Mestralet, qui a trop investi dans des centrales gaz.
et qui derrière s'est retrouvé avec des centrales pour partie qui étaient quasi neuves, impossible de rentrer sur le marché européen parce que éjecté hors du marché par la réglementation européenne qui favorisait l'électron vert. Deuxième risque, donc le risque physique, et là c'est plus quand vous êtes exposé via le changement climatique à avoir des difficultés à opérer. Vous êtes une petite industrie à côté d'une rivière dont le niveau monte, vous êtes exposé à un risque physique. Vous êtes dans une région où il faisait 20 degrés en moyenne, il fait 30 ou 40 degrés, vous ne pouvez plus opérer de la manière dont vous opérez. Vous êtes une société qui est à côté du bord de mer, le trait de côte recule, vous êtes exposé au risque physique. Donc ça, c'est le deuxième risque, mais qui n'est pas le premier risque lié au bilan carbone. Et vous avez enfin un troisième risque, qui est le risque de réputation, évidemment, qui a divers aspects RH, aspects, etc., et qui fait que éventuellement, si vous êtes vous avez un bilan carbone qui est trop élevé, et derrière, on vous le fait payer et cher. Voilà. Top. Il y a une toute dernière question. Après, il va falloir malheureusement qu'on arrête, on finisse là. Peut-être pour Caroline, est-ce que tu aurais des best practices à partager sur la manière de communiquer, de valoriser un bilan carbone pour éviter justement des fausses annonces ou du greenwashing, de la pub mensongère? On l'évoquait là plutôt, effectivement, je trouve que de parler de combiner le résultat global et rapporter à son produit quand c'est pertinent, effectivement, en fonction du business model, c'est une voie intéressante. Et effectivement, en termes de best practice, nous, on va participer, on va accompagner, notamment au travers de la communauté du Coq Vert, à valoriser les initiatives que vous pouvez prendre sur ces enjeux-là, vos enjeux de transition. Donc, typiquement, de se greffer à des communautés qui sont légitimes sur ces sujets, comme la communauté du Coq Vert, par exemple, ça peut être intéressant. Une fois qu'on arrive, l'idée, c'est que nous, on a besoin d'avoir une preuve que quelque chose a été enclenché, effectivement, d'avoir réalisé son bilan carbone, c'est quelque chose d'intéressant. Et dans le cadre, alors, pas d'exemple concret, mais en tout cas, je rappelle que dans le cadre du diagnostic décarbonation, c'est effectivement un volet qui est pris en compte parce qu'il nous paraît essentiel. C'est à voir au cas par cas, mais effectivement, l'aspect valorisation du bilan carbone et de la feuille de route est intégré dans cet accompagnement et à mettre en œuvre. Top. Anne, j'ai vu que vous aviez rajouté une dernière question pour Alexis. Je viens de vous envoyer le lien de greenly.earth pour que vous puissiez aller voir justement les marques avec qui il travaille. Il faut malheureusement qu'on termine maintenant cet échange. Merci beaucoup Stéphane, Caroline et Alexis. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Et on va publier le replay. Et si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez sans souci les partager sur le post LinkedIn en taguant l'un de nos 3 invités. C'est ça, ou par mail, n'hésitez pas aussi. Merci à tous en tout cas, belle fin de journée à tous. Merci, n'hésitez pas à nous écrire, alexis@greenly.earth pour toute question auxquelles on n'aurait pas répondu. Merci beaucoup, Noël. Merci à tous. Et à tous d'avoir organisé ce webinaire. Au revoir. Au revoir.